En cas d'urgence, il faut agir vite. Quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on pratique des compressions thoraciques pour continuer à oxygéner son cerveau jusqu'à l'arrivée de l'aide qui pourra défibriller son cœur et rétablir son rythme. On arrête l'hémorragie avant de se soucier d'un os cassé. Je me suis assis sur la terrasse, sans savoir par quoi commencer. C'était une situation nouvelle pour moi, et je ne m'y attendais pas. En tant qu'infirmier en soins intensifs, j'avais développé de solides compétences d'observation. Je pouvais repérer les signes subtils d'une détérioration de l'état d'un patient et agir rapidement, sauvant souvent des vies. Pourtant, j'ai manqué les signaux d'alerte de la fin imminente de mes presque 18 ans de mariage. Je n'avais aucune intention de le sauver, je voulais y mettre un terme, douloureusement. Après réflexion, je ne voulais pas que des innocents soient blessés quand je ciblerais ma femme infidèle et son amant. Je pris une gorgée de bière et réfléchis à mes options, en regardant autour de mon jardin. La pelouse s'étendait de la terrasse jusqu'au bayou, avec seulement quelques arbres. Ma maison, de style traditionnel mais dotée d'équipements modernes, m'avait été offerte par mon père et mon grand-père quand je m'étais fiancé. Le terrain appartenait à ma famille depuis des générations, et la maison avait été construite par l'entreprise de construction familiale. J'avais choisi les soins infirmiers plutôt que de rejoindre l'entreprise, aux grandes dames de mon père au début. Grâce à cela, je pouvais malgré tout me permettre quelques luxes, comme un bateau et du matériel de pêche, et j'emmenais ma famille en vacances quand c'était possible. Ma priorité, c'était la famille, et maintenant leur bonheur était en jeu. Je regardais autour de moi et vis la maison identique de ma sœur, juste à côté. Je l'appelais, nous devions parler. Il n'est pas un peu tôt pour boire, Rob ? Il est à peine 14 heures, dit-elle en remarquant ma bière. Je suis en repos pour le week-end et j'en ai envie, répondis-je. Elle savait que mon planning de travail me laissait souvent du temps libre. Je préférais avoir une glacière de bière à portée de main pour éviter de faire sans cesse des allers-retours au frigo. Je lui en proposai une, et elle s'assit. Alors, qu'est-ce qui est si urgent ? Demanda Suzanne. Tu m'as dit de ne rien dire à personne avant qu'on discute. J'ai découvert que Bonnie me trompait, dis-je, la voix tremblante. T'en es sûr ? Ce n'est peut-être qu'une blague cruelle, suggéra-t-elle. Je hochai la tête. Il y avait une vidéo en pièces jointes, pas de doute possible. Qui l'a envoyée ? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, répondis-je. Le mail disait, tu devrais savoir que ta femme te trompe, voici la preuve. L'expéditeur s'appelait Pissedov 999. Suzanne entra dans une colère noire. Cette garce infidèle. Elle ne se rend pas compte que tu vas la détruire, elle et son amant. Tu sais qui c'est ? Je hochai la tête, prêt à répondre, mais elle me coupa. Si Rich me trompait, je le détruirais. Comment Bonnie trouve-t-elle le temps de le faire ? Elle est presque toujours à la maison, sauf pour des enterrements de vie de jeunes filles où je suis généralement avec elle. Elle travaille avec Rich, ils font souvent la route ensemble. Il le remarquerait forcément si elle s'amusait ailleurs. Suzanne s'interrompit en voyant mon visage choqué. Non, ce n'est pas vrai, s'exclama-t-elle. Elle te trompe avec mon mari ? Ils nous trompent tous les deux ensemble ? Son visage devint écarlate et ses yeux se remplirent de larmes. Je suis désolé, je voulais te l'annoncer plus en douceur, dis-je en la prenant dans mes bras. J'ai eu quelques heures pour me calmer suffisamment et ne pas prendre une arme. Elle pleura un moment, puis se reprit. Tu vas bien ? On fait quoi ? On les attend et on les confronte, demanda-t-elle. J'aime Rich, mais je ne tolérerai pas ça. Il faut être malin, dis-je. On agit normalement ce soir, comme hier. On les accueille avec un baiser. Suzanne grimaça. T'es sérieux ? On a besoin d'un plan. On obtiendra un avis juridique demain. Au moins, on sait qu'on n'a pas chopé de MST, ajoutai-je avec un sourire, pour détendre l'atmosphère. Suzanne me désigna du doigt. Oh non. Je n'y avais même pas pensé. Tu me connais, je plaisante souvent sur le fait de devenir une star de la télé, mais je ne le ferai jamais vraiment, dit-elle en terminant sa bière et en jetant la canette. Je lui en tendis une autre. Et pour info, je ne fais plus rien avec Rich. Je viens d'avoir mes règles, plaisanta-t-elle. Ça va durer jusqu'à ce qu'on confronte ses infidèles. Lui, il n'aura plus rien de moi. Bonnie peut l'avoir. Et il ne faut pas que les enfants la prennent maintenant, ajouta-t-elle. Je les ai envoyés chez maman et papa ce matin,
les informais-je. Ils sont partis sans discuter ni poser de questions. Ils sont juste montés dans la voiture de Jason et ont filé. Les enfants, mon fils Jason, 17 ans, Rob, 16 ans, Dave et Cindy, 16 ans, et ma fille Dira, 16 ans, passaient tout l'été ensemble. Ils étaient plus comme des frères et sœurs que des cousins, surtout pendant la pandémie, où ils étaient tout le temps ensemble. Rich avait été un bon père et un bon oncle, impliqué dans l'éducation des enfants et leurs activités. Je m'occupais des activités extérieures, leur apprenant le camping, la pêche et la chasse. On campait parfois dans le jardin, puis on s'enfonçait progressivement plus loin dans le marais au fur et à mesure qu'ils grandissaient. On partait pêcher, souvent avec Rich ou Suzanne qui conduisait le deuxième bateau. Dernièrement, Rich laissait ses fils piloter son bateau pendant qu'il restait à la maison. Les enfants apprenaient à être autonomes, à trouver leur propre nourriture pendant les sorties et à travailler en équipe. Ils étaient solides et attachés à la famille et à l'esprit d'équipe. Il y a 3 semaines, j'avais réorganisé mon planning pour avoir 6 jours de congé d'affilée. J'ai emmené les filles sur un bateau, et les garçons en ont pris un autre. On naviguait doucement pour éviter les branches immergées et les hauts fonds, et on s'arrêtait de temps en temps pour permettre à tout le monde de prendre la barre. On a passé une semaine au vieux camp de pêche, Olpufish Camp, à pêcher et à attraper des crabes. On s'était rapprochés en famille, ou du moins je le croyais. Manifestement, Bonnie et Rich ne partageaient pas nos valeurs familiales. L'idée de raconter l'histoire de leur liaison aux enfants me brisait le cœur. Pour moi, la famille était tout, et détruire cette unité serait impardonnable. Je l'ai expliqué à Suzanne. On ne peut pas le leur cacher éternellement, dit-elle. Mais on peut attendre un peu. Je veillerai à ce qu'ils ne soupçonnent rien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne peux ni pardonner ni oublier l'infidélité, peu importe ce que dira Bonnie, ajoutai-je. Suzanne opina. Je peux supporter beaucoup de choses, mais pas la tromperie. Il faut que je trouve comment me débarrasser d'elle sans tout perdre. Je ne veux pas aller en prison ni qu'elle me prenne les enfants. Je ne peux pas non plus blesser Rich. Je veux être là pour les enfants. J'ouvris une autre bière. Je comprends. Il faut les ruiner financièrement. Je veux soutirer chaque centime que je peux obtenir, pension alimentaire, pension conjugale, tout, dit-elle. J'approuvais. Rich gagnait plus, donc Suzanne avait de meilleures chances. Bonnie, de son côté, pouvait me faire enfermer si je ne faisais pas attention, parce que, dans beaucoup de divorces, la justice favorise la femme. Dans mon travail, je m'occupe souvent de testaments et de fiducies, mais je connais un peu la loi. Nos biens sont protégés, expliqua Suzanne. Nos maisons sont à l'abri, papa nous les a donnés avant qu'on se marie, donc Bonnie et Rich n'ont aucun droit dessus. Bonnie pourrait essayer de rester dans ta maison jusqu'à la majorité des enfants, mais elle ne peut pas la revendiquer. Vous n'aviez pas signé un contrat prénuptial, toi et Bonnie? Papa y avait insisté. Ça disait que si l'un trompait l'autre, il ne recevait que 20% des biens communs et pas de pension. Le père de Bonnie, un chirurgien esthétique fortuné, avait insisté pour ça. Il n'était pas ravi que tu mettes sa fille enceinte, craignant que tu ne prennes la moitié de sa fortune. Mon père a aussi imposé un contrat similaire à Rich et moi. Ça me rassure. Je m'inquiète à propos de la vidéo de Rich et Bonnie, dit Suzanne. Qui l'a filmée et comment? Il y avait au moins 3 caméras, dis-je. La vidéo que j'ai reçue montrait la même scène sous différents angles, et rien n'indique un montage. Pourtant, ni Rich ni Bonnie ne semblaient savoir qu'ils étaient filmés. Suzanne insista pour que je lui montre la vidéo sur ma tablette. Nom de Dieu, s'exclama-t-elle en voyant Rich et Bonnie parler de nous comme si on était des imbéciles. Elle était furieuse, mais nous avions un problème, nous ne savions pas qui avait réalisé ces enregistrements. Suzanne ne voulait pas que ça nous retombe dessus. Je m'en fiche si le monde entier la voit, tant que ça ne nous affecte pas, répondis-je. Nous avons décidé d'attendre avant de réagir publiquement. Suzanne resta silencieuse un moment, puis éclata en sanglots. Je la pris dans mes bras, et nous nous sommes mis à pleurer tous les deux, incapables de retenir notre peine plus longtemps. Ce soir-là, j'ai accueilli Bonnie à la porte avec un câlin et un baiser. Je m'attendais presque à ce qu'elle me repousse, mais elle m'a rendu mon baiser. Je n'ai pas senti d'après-rasage, juste son parfum. Malgré ma colère, je lui ai annoncé que le dîner était prêt. Suzanne et moi avions déjà prévu un repas à emporter, ni elle ni moi n'avions envie de cuisiner. On a plaisanté sur l'idée d'empoisonner nos conjoints,
mais c'était juste un moyen de décompresser, pas un projet sérieux. Le lendemain matin, j'ai regardé Bonnie monter dans la voiture de Rich. J'ai appelé Suzanne. Comment ça s'est passé? Sans problème, a-t-elle répondu. Plaisanter et faire des plans, ça m'a aidé à garder mon calme. Tu sais où il compte aller ce soir? Suzanne, toujours un peu imprévisible, avait besoin de se défouler. On devait être honnête l'un envers l'autre. À 10 heures, nous étions dans le bureau de l'un des patrons de Suzanne, Jake, un ami de longue date et avocat spécialisé dans le divorce. Il a accepté de nous représenter. Vous êtes sûr de détenir une vidéo prouvant la tromperie? Demanda-t-il. Nous avons confirmé, mais sans la montrer immédiatement. Tant que vous avez la preuve de l'infidélité, c'est bon. Vos contrats prénuptiaux sont très stricts. Rob, tu avais bien consulté un avocat avant de signer. J'ai expliqué que mon père y avait insisté. Suzanne avait utilisé le même document. D'accord, reprit Jake. Celui qui trompe n'obtient que 20% des biens communs, y compris l'épargne et les investissements. Pas de pension. Il n'y a rien sur les comptes de revenus personnels. Vous avez des revenus cachés? Nous avons secoué la tête. Et si Bonnie a de l'argent dont je ne suis pas au courant, ai-je demandé. Ça reste un bien commun, a-t-il répondu, comme si toi, tu avais acheté quelque chose en cachette. Les travaux dans la maison, c'est un peu plus compliqué. Vos maisons restent protégées car elles vous ont été données avant le mariage. Mais pour les panneaux solaires, par exemple, ça peut être un bien commun. Comme elle a trompé, elle n'en aurait que 20%. Je suis prêt à lui laisser ça, dis-je. On se débrouillera pour négocier le partage des meubles et autres. Elle devra payer le transport et le stockage si elle veut tout emporter. Jake sourit. Voilà comment on joue le jeu. Vos contrats sont blindés. Du moment que l'infidélité est prouvée, vous êtes tranquille. Conservez bien les copies vidéo. Si le camp d'en face vous attaque pour diffamation, tout dépendra de la façon dont la vidéo a été obtenue. Soyez discret, insista-t-il. Suzanne et moi avons opiné. Nous avions déjà envisagé de partager la vidéo avec nos proches, mais nous craignions l'impact sur les enfants. Nous voulions plutôt découvrir qui l'avait filmé. Nous avons choisi de faire signifier les papiers du divorce jeudi midi, mais j'ai suggéré d'attendre vendredi après-midi pour qu'ils stressent tout le week-end sans pouvoir consulter leur avocat. Jake nous a convaincus de rester sur jeudi pour réduire les coûts et les maintenir occupés sur leurs relevés financiers. Ça leur prendrait tout leur temps, et ça gonflerait sans doute leurs frais d'avocat. Au début, on voulait les faire convoquer en personne pour observer leurs réactions, mais Jake nous l'a déconseillé. Finalement, on a décidé de les faire servir à leur travail, devant leurs collègues. Après avoir quitté le bureau de Jake, nous sommes allés à la banque pour transférer l'argent dans de nouveaux comptes à nos seuls noms, en veillant à avoir les relevés de tous les comptes. Nous avons remboursé et annulé les cartes de crédit, et ouvert de nouvelles cartes à nos noms. Je consultais mes mails, j'avais reçu 3 autres vidéos de Bonnie et Rich. Je remerciais l'expéditeur et lui demandais comment il les avait obtenues, tout en précisant que j'étais inquiet pour notre réputation si ça devenait public. En mon fort intérieur, j'espérais que les vidéos fuiteraient, mais je savais qu'il valait mieux être prudent pour éviter un procès. 1 heure plus tard, je reçus un mail avec une adresse, 9203 Victoria Street, appartement 2011. Je m'y suis rendu et ai persuadé la femme de l'accueil de me donner des informations, en sous-entendant que le locataire était mêlé à des affaires criminelles. Elle m'apprit que l'appartement était loué par la compagnie d'assurance où Rich et Bonnie travaillaient, et que c'est Rich qui avait signé le bail. Je me demandais comment l'entreprise réagirait si elle découvrait que l'appartement était financé pour couvrir les frasques de Rich. À 12h30, Bonnie m'a appelé, furieuse à cause des papiers de divorce. Je suis resté calme, lui disant que je savais qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre et que je la libérais. Nous avions préparé nos répliques à l'avance. Bonnie a nié en bloc, m'accusant de croire des rumeurs, et m'a menacé de tout m'arracher dans le divorce, la maison, la garde des enfants, la pension alimentaire, la moitié de nos biens. Elle laissa entendre que Rich pourrait emménager avec elle et que je pourrais vivre avec Suzanne, en insinuant qu'on faisait pareil de notre côté. Pas de souci, dis-je. Trouve-toi un avocat. Je peinais à rester calme, partagé entre la douleur de voir mon mariage détruit et la colère devant son entêtement à nier. J'espère que Suzanne n'en a pas trop dit à Rich. Au fait, les filles sont en train de faire tes valises, ajoutai-je. Suzanne a demandé au garçon de faire celle de Rich.
Tout sera devant la maison pour que vous veniez le chercher cet après-midi. On a pris une ordonnance restrictive et changé les serrures ce matin. Vous n'avez plus le droit de rester ici jusqu'à ce que la justice décide. » Bonnie s'est mise à hurler, j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, Suzanne m'a envoyé un message. « Viens dans le jardin avec ta glacière, qu'elle soit bien remplie. » Elle sirotait une bière et raconta. Ce crétin de riche a essayé de me dire que tout ça venait d'un potin de secrétaire. Je lui ai dit que Bonnie disait pareil. Il a tout nié, m'a dit de ne pas y croire. Je lui ai répondu qu'il devait récupérer ses affaires. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Je lui ai dit d'appeler avant de passer, parce que j'ai une arme chargée. Jake va bientôt arriver avec 2 shérifs, pour éviter les dérapages. Je réalisais qu'avoir des adjoints du shérif sur place était une bonne idée. Si Rich me provoquait, je pourrais finir en prison pour agression. J'étais déjà dans un état de panique contrôlée, comme en situation d'urgence. Suzanne continua. « Je suis contente que tu aies parlé aux enfants avant. Je n'aurais jamais pu le faire sans craquer. » On avait rassemblé les enfants pour leur expliquer la situation. Étonnamment, ils semblaient s'y attendre et s'étaient mis à faire les valises de Bonnie et de Rich. Ils ont réagi plutôt calmement, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça va les impacter, dit Suzanne. Mon téléphone a bipé, encore un email. Je me demande si c'est encore Pissed of 999, dis-je. Regarde, insista Suzanne. On écouta le nouveau fichier audio. Vous vous rendez compte, Robert et Suzanne nous ont signifié le divorce, a dit Bonnie. Ils ont dû apprendre quelque chose. Je n'en reviens pas, hier soir encore Robert m'a accueilli très affectueusement. Calme-toi, a répondu Rich. Ils ne savent rien. Quelqu'un a dû colporter qu'on mangeait souvent ensemble ou qu'on faisait la route ensemble. N'admets rien. S'ils vont jusqu'au bout, on les fera payer. Je connais un avocat qui nous aidera. Ne reconnais jamais rien. Fais comme si tout ce que tu disais était enregistré. Après avoir écouté, Suzanne et moi sommes restés silencieux. Très bien, qu'il continue de croire qu'on ignore tout, dis-je. Rich a dit qu'il préparait quelque chose de longue date. Il faut qu'on se protège. Suzanne acquiesça, les larmes aux yeux. On doit tenir bon, dit-elle doucement. Jake m'a dit que j'étais en position de force, la justice favorisant souvent les femmes. Mais je ne peux pas accepter que Bonnie obtienne la garde de Jason et Dira, qu'elle vive chez toi jusqu'à la majorité de Dira, alors même que tu payerais la pension. Je partageais son avis, alors je la pris dans mes bras. Elle sanglotait. Je lui promis qu'on s'en sortirait, même si j'en doutais moi-même. Dans un divorce, le mieux qu'on puisse faire, c'est limiter la casse. Les enfants étaient calmes lorsque Suzanne et moi sommes entrés. Dira et Cindy rangeaient les affaires de Bonnie dans des valises et des sacs. Utiliser des sacs poubelles ne leur posait aucun problème. Je leur ai demandé de prendre des photos des bagages, histoire de pouvoir estimer leur valeur au moment de la répartition des biens. À côté, chez Suzanne, les garçons finissaient avec les affaires de Rich. Il en avait moins, et ils les fourraient en vrac dans des sacs sans prendre la peine de plier quoi que ce soit. Je souris en voyant Rob fourrer un costume à $2000 dans un sac. Il me soutenait, c'était clair. Bonnie m'envoya un message, et je contactai alors Jake, qui arriva peu après accompagné de 2 adjoints du shérif. Relax, prenez ça comme un spectacle, dit Jake. Bonnie et Rich arrivèrent avec un visage familier, Budreau Landry, un type qui me harcelait quand on était à l'école primaire. Et Robert, ricana Budreau, on m'a dit que tu avais des problèmes avec ta femme et ton beau-frère? Pas de quoi en faire un drame. Si j'avais eu une arme sur moi, j'aurais pu faire un geste irréfléchi, tellement sa remarque me rendit furieux. Budreau était immense et coriace, je ne faisais pas le poids en cas de bagarre. Salut Budreau, dis-je. On essaie juste de régler les choses. Tu ne vas pas croire que mon pote riche couche avec ta femme, quand même, demanda Budreau, amusé. C'est l'histoire qu'on raconte, répondis-je. Jake se rapprocha de moi. Je ne peux pas gérer ça, murmurai-je en voyant Bonnie m'accuser d'avoir vidé notre compte commun. Oui, et j'ai les relevés prouvant les montants d'origine. Tu auras ta part, lui répondis-je. Elle ignorait que ses cartes de crédit ne fonctionnaient plus. Suzanne et moi ne sommes pas entrés avec eux dans la maison. Dira et Cindy ont suivi Bonnie avec un adjoint, veillant à ce qu'elle ne fasse rien d'illégal. Jason et Rob ont accompagné Rich.
Où est ma bijouterie ? Demanda Bonnie. C'était un point de tension entre nous. Au fil des ans, je lui avais acheté des bijoux de grande valeur, pour au moins 25 000 $, la plupart étant enfermés dans mon coffre. J'avais pris des photos des pièces pour l'assurance. Je voulais prouver que c'était moi qui les avais payées. Budreau voulut protester, mais il se tut quand je lui expliquai que c'était pour éviter qu'on m'accuse plus tard de les faire disparaître. Jake intervint et suggéra une nouvelle estimation de toutes les possessions. Après avoir consulté Budreau, Bonnie m'a calmement rendu ses bijoux. « Je suis censé aller où, espèce d'abruti ?» demanda-t-elle. J'avais envie de lui rétorquer d'aller dans son petit nid d'amour de Victoria Street, mais je me suis retenu. J'ai haussé les épaules, mes sentiments envers elle avaient changé. Quelques jours plus tôt, je l'aimais encore. À présent, je ne ressentais plus qu'une colère froide. Bonnie et Rich sont finalement partis, avec Budreau sur leurs talons. Je me suis demandé s'ils iraient jusqu'à l'appartement. J'espère que oui, sourit Jake. On a un filou qui les suit. S'ils y vont, ça nous servira. En fait, ils se rendirent à l'hôtel Holiday Inn près de leur bureau. J'étais presque déçu. J'imaginais déjà leur entreprise découvrant la vérité. J'avais besoin de nouvelles clés USB pour sauvegarder tous les fichiers audio et vidéo. Suzanne et les filles préparaient le dîner quand mon téléphone bipa de nouveau. Suzanne me suivit à l'ordinateur. « D'accord, les gars », dit la voix de Budreau dans l'enregistrement. « Quelqu'un vous suit sûrement. Robert est probablement sur le coup. Allez dans un motel, prenez une chambre avec 2 lits et faites croire que vous ne dormez pas ensemble, mouillez les mouchoirs, froissez les draps, utilisez un peu de shampoing. J'ai eu la honte tout à l'heure quand ma carte a été refusée. Heureusement, j'ai pris du cash. On fait quoi maintenant ? Je vais appeler la boîte pour dire qu'on ne viendra pas demain. » Puis l'enregistrement s'arrêta. « Ils ont des comptes secrets, tu penses ? Demanda Suzanne. « Aucune idée, répondis-je, j'étudie toutes nos relevés bancaires, mais je ne vois rien qui sorte de l'ordinaire. Nous avons laissé tomber pour la soirée et rejoint les enfants pour dîner. Il n'y avait pas grand-chose à faire concernant d'éventuels comptes cachés. Le lendemain matin, je suis allé au cabinet de Jake. J'avais arrangé une expertise pour les bijoux et une estimation de ma collection d'armes à feu auprès d'un marchand local. Suzanne a dû passer rapidement à son travail pour récupérer quelques papiers, puis on s'est retrouvés chez Jake, où j'ai fait écouter les enregistrements de la veille. « J'aimerais bien savoir qui vous envoie tout ça, » dit Jake. « Et comment ils ont réussi à poser des micros à l'hôtel en si peu de temps ? Un détective privé classique n'aurait pas agi si vite. On va peut-être avoir besoin d'une injonction pour identifier leur compte bancaire. Il faudra peut-être engager un enquêteur. » Suzanne et moi avons secoué la tête, d'après nous, il n'y avait pas tant d'argent que ça à dissimuler. « Si vous voulez un divorce rapide, on va procéder au plus tôt, » ajouta Jake. « On va convoquer Rich, Bonnie et leur avocat pour dresser l'inventaire des biens. Puis on ira devant un juge. En Louisiane, avec les lois napoléoniennes, c'est plus rapide, surtout avec l'infidélité prouvée. La médiation ou la thérapie n'y changeront rien une fois qu'il y a suffisamment de preuves. Puis il faudra attendre 6 mois, et ce sera terminé. » Jake précisa que Budreau avait appelé, exigeant qu'on reverse 30% de l'argent retiré des comptes. J'ai rappelé que nos contrats stipulaient que le conjoint infidèle n'obtiendrait que 20%. Il me demanda de prouver l'infidélité devant le tribunal, ce que je comptais faire. C'était presque drôle de l'entendre ramer. J'aurais adoré voir la tête de Budreau si l'audio où il conseille de planquer l'argent à l'étranger était diffusé. J'ai dû travailler ce week-end-là. L'infirmière-chef, Sharon, ne pouvait pas me remplacer. Et si je toussais et que je devais faire un test Covid, plaisantais-je. Imbécile, me répondit affectueusement Sharon. D'accord, je peux prendre ton service. Tu as plein de jours de vacances et de congés maladie. Pose un congé d'urgence si tu veux. Alors je bosse ce week-end et je prends mon congé lundi, proposai-je. Parfait, dit-elle. Je te dois bien ça. Prends tout le temps nécessaire et tiens-moi au courant. Travailler fut un soulagement. Les week-ends sont chargés, et en soins intensifs, on ne peut pas se relâcher. J'étais surpris de voir mon beau-père, le docteur Prand, m'attendre à l'accueil. « Bonjour, docteur Prand. Que faites-vous ici ?» lançai-je, sachant que l'équipe serait curieuse de cette visite. « Pas de baratin, il faut qu'on parle », répliqua-t-il en m'entraînant dans le bureau de l'infirmière-chef.
Qu'est-ce que j'entends sur le fait que tu aurais mis Bonnie à la porte? Elle a appelé sa mère, en larmes. John, j'ai découvert que Bonnie me trompait, dis-je sans détour. Avec mon beau-frère riche. Je suis en pleine crise familiale. C'est une rumeur lancée par des collègues. Ils font la route ensemble, mangent souvent ensemble. Elle nous a déjà parlé de rumeurs sur un prétendu amant patron. Je ne l'ai dit à personne, sauf à mon avocat et à Suzanne. Même Bonnie et Rich ne savent pas tout ce que je sais. Et je n'ai rien dit aux enfants. J'ai des preuves vidéo et audio. Le docteur Prand semblait sous le choc. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-il, comme s'il connaissait déjà la réponse. Que veux-tu que je fasse? Je protège les enfants, mais je ne peux pas ignorer ça. Toi, à ma place, tu ferais quoi? Il soupira. Si Bonnie avait des preuves que tu la trompes, je voudrais ta tête. Et je l'aiderais à t'anéantir. Il avait les larmes aux yeux. Qu'en est-il de Jason et d'Ira? Comment ils le vivent? Ils passent plus de temps à parler entre eux et avec leurs cousins qu'avec nous. Ils ont l'air de tenir le coup, mais sont en colère contre Bonnie. Je leur ai dit de lui parler, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait. Le docteur prend secoua la tête. Je ne vais pas me mêler de tout ça. Je pensais que tu réagissais à des ragots. Ma priorité, ce sont Jason et Dira. Je comprends, dis-je. Il ajouta. Je veillerai aux besoins de Bonnie, mais je ne cautionne pas son comportement. Si tu as une preuve irréfutable, je m'incline. Tiens-moi au courant. Tu es un homme droit. Il partit, l'air abattu. J'avais presque pitié de lui, plus que de Bonnie. Waouh, fit Suzanne quand je rentrai. Donc il sait que sa fille n'est pas si vertueuse. Il va falloir qu'on dise la vérité à papa et maman, maintenant. On décida de le faire le lendemain soir, après ma garde. Ce ne fut pas un moment agréable. Mon père me demanda juste si j'avais des preuves, et je répondis que oui. Comme John, il s'inquiétait surtout des enfants, ce qui était compréhensible. Chez nous, il passe en premier. Je n'ai reçu aucune info supplémentaire de notre mystérieux bienfaiteur, et ça m'allait. J'avais déjà 4 vidéos explicites de Bonnie et Rich, plus des enregistrements prouvant que leur liaison durait depuis un moment. Bonnie non seulement m'avait trompé, mais elle nous avait aussi volé de l'argent. Cette histoire de compte secret pour s'offrir des vols aux îles Caïmans me rendait fou. Jake lança une recherche sur leur compte en utilisant leur numéro de sécu, au cas où on aurait besoin de faire une injonction pour récupérer de l'argent disparu. Quelques réponses sont venues le mercredi suivant, lors de la réunion d'inventaire des biens. Un arbitre financier, nommé par le tribunal, passait en revue les documents que j'avais fournis. J'avais amené mes bulletins de salaire annuel et le dernier bulletin de Bonnie. Elle gagnait environ 5 000 $ par mois, et mon salaire variait selon les heures supplémentaires, mais nos revenus annuels étaient à peu près équivalents. Jake expliqua que ça signifiait peu ou pas de pension, même sans clause prénuptiale, et encore moins avec la tromperie prouvée. Puis l'auditeur se tourna vers Bonnie. Monsieur Jacobs, il y a un énorme écart entre le salaire déclaré par Madame Fontano et ses déclarations d'impôts des 2 dernières années. Rich se tendit. Vous évaluez son salaire à 60 000 $ par an, expliqua Jacobs. Mais d'après ses impôts, elle a déclaré 140 000 $ annuels ces 2 dernières années. Quoi? Ai-je lâché, incrédule. L'assistant de l'arbitre fronça les sourcils. Vous n'avez jamais regardé vos déclarations d'impôts? Demanda-t-il. Je secouai la tête, expliquant que Bonnie et Rich avaient tout fait avec un comptable, sans que je ne vérifie vraiment. Je voyais juste le montant du petit remboursement qu'on touchait. Il apparaît que Madame Fontano perçoit 80 000 $ de primes chaque année, poursuivit Jacobs. Je fixai Budreau, puis Jacobs. Et Monsieur Jenkins reçoit 110 000 $ de primes par an, ajouta Jacobs. Suzanne pâlit. Combien ça fait en net? Environ 80 000 $ net pour chacun par an, donc 160 000 $ au total. Où est passé cet argent, Bonnie? C'est pour ça que vous êtes allé au Caïman, vendredi, pour tout planquer, demandai-je. Bonnie, furieuse, craqua. Comment tu le sais? Tu me fais suivre? Puis elle se reprit. Non, ce n'est pas ça. Inutile, dis-je. Tu as toi-même installé, avec Rich, l'application de localisation sur les téléphones des enfants. Jason et Dira vous ont repéré quand vous ne répondiez pas. Le week-end dernier,
vous étiez à peine rentré qu'il savait déjà que vous étiez parti loin en avion. Lundi, vous étiez à Bâton Rouge, sans être ni au bureau ni chez toi. Bonnie et Rich étaient ahuris. Ils n'imaginaient pas que leurs propres enfants les pisteraient. Monsieur Jacobs, intervint Jake. Nous allons demander les relevés. S'ils ont transféré l'argent sur un compte offshore, c'est illégal. C'est faux, on n'a rien caché, balbutia Rich. Bonnie, elle, se mit à pleurer, et Rich avait l'air apeuré. Budreau devint tout blanc, puis rouge. Je n'ai jamais conseillé de planquer l'argent, déclara-t-il, conscient qu'on enregistrait tout. Suzanne questionna Bonnie. Où est tout cet argent, alors? Bonnie renifla. On a essayé de tout transférer au Caïman, mais la transaction a été refusée. Ensuite on est allé à Bâton Rouge, mais le relevé en ligne indiquait que l'argent était parti, sans numéro de compte ni de routage. Je suis sûr que c'est toi qui nous l'as volé, m'accusa TL. Je n'en savais rien jusqu'à récemment. Tu dis toi-même que tu n'arrives pas à le récupérer. Quoi, tu l'as dépensé? Perdu? Finalement, Bonnie admit qu'il n'avait plus accès au fonds. Donnez-moi les coordonnées de la banque et je chercherai, proposa Jacobs. Je ferai un rapport au tribunal. Rich et Bonnie partirent, l'air abattu. Suzanne et moi, on se regarda, perplexes. Où était passé tout cet argent? Apparemment, ils nous accusaient de le leur avoir volé, alors qu'on venait d'apprendre son existence. Notre dossier avançait vite. Bonnie et Rich avaient supplié Budreau d'accélérer, et ils étaient sur la corde raide financièrement, dormant à l'hôtel avant de s'installer dans l'appartement de Victoria Street. L'idée de les imaginer dans ce nid d'amour, avec toutes leurs affaires entassées, me faisait presque rire. Les 5 enfants voulurent assister à l'audience, et j'ai accepté, ça les concernait directement. Jake nous expliqua la procédure. Le juge Goody présidait de façon semi-informelle, assis à une table avec nous. Jake, Suzanne et moi étions à la gauche de Budreau, avec Bonnie et Rich en face. Les enfants s'installèrent derrière nous. Le juge Goody expliqua. Je traite les affaires familiales de façon semi-informelle. Asseyez-vous et parlez quand je vous y invite. Levez la main si vous voulez prendre la parole. Soyez correct, sinon je vous vire. Les enfants eurent du mal à ne pas rire quand il dit qu'il nous jetteraient dehors. J'ai lu les dossiers. Normalement, il y aurait 2 procédures séparées, mais la preuve et les parties impliquées sont identiques. On a un cas d'infidélité entre un frère et une sœur, madame trompe monsieur et vice-versa. En Louisiane, l'infidélité seule ne suffit pas toujours pour un divorce, mais vos contrats prénuptiaux imposent certaines modalités concernant la répartition des biens en cas de tromperie. J'ai donc besoin de preuves incontestables. Ensuite, il y a les soupçons de dissimulation de fonds. Mon enquête montre que madame Fontano et monsieur Jenkins avaient des comptes à bâton rouge, affichant respectivement 120 000 et 160 000 $, et que ces soldes ont été transférés dans la semaine précédant la demande de divorce. Il poursuivit. Les mots de passe et questions de sécurité ont été correctement utilisés, ce qui implique que madame Fontano et monsieur Jenkins ou quelqu'un qu'ils ont autorisé ont fait ces virements. On a découvert que l'argent avait été réparti également dans 5 comptes appartenant à leurs enfants, Jason et Dira Fontano, et Robert, Dave et Cynthia Jenkins. Il s'agit de comptes ouverts depuis des années, probablement pour financer leurs études ou pour subvenir à leurs besoins en cas de décès d'un parent. Ces dépôts sont légaux en vertu du Uniform Gift to Minor Act. Ils ne peuvent être annulés qu'en cas de fraude prouvée. Avez-vous la preuve d'une fraude? J'étais sidéré. Ainsi, Bonnie et Rich avaient transféré l'argent dans les comptes des enfants? Bonnie et Rich paraissaient tout aussi stupéfaits. Ils avaient l'air de croire que c'était Suzanne et moi qui avions subtilisé ces sommes. Personne ne dit mot. Très bien, pas de preuve de fraude. Passons à la garde des enfants mineurs, enchaîna le juge. Ma fille Dira leva la main. Monsieur le juge, j'ai lu que les enfants de plus de 15 ans pouvaient choisir le parent chez qui ils veulent vivre. Dans certains États, oui. En Louisiane, je tiens compte de l'avis des enfants, mais après leur avoir parlé en privé, répondit le juge. Dira se leva. Je n'ai pas besoin d'un entretien privé. Ma mère a trompé mon père et détruit notre famille, je veux vivre avec mon père. Jason se leva à son tour, disant la même chose. Puis Robert, Dave et Cindy se levèrent aussi, expellent. Quand qu'ils voulaient vivre avec leur mère pour la même raison. Mon cœur se serra,
tandis que j'attrapais la main de Suzanne sous la table. Je tiendrai compte de vos souhaits, répondit le juge Goody avec un demi-sourire, mais ça n'est pas encore prouvé qu'il y ait eu, comme vous dites, trahison. De nouveau, Dira leva la main. J'ai aussi lu qu'à 16 ans, on peut demander l'émancipation, et qu'à 17 ans, on peut quitter le domicile sans autorisation. Oui, confirma le juge. La loi des 17 ans est ancienne, pour permettre à de jeunes hommes de s'engager dans l'armée sans consentement parental. Pour un mineur de 16 ans, il faut prouver qu'on peut subvenir seul à ses besoins. C'est clair pour vous? Dira hocha la tête. J'ai un fonds pour mes études, et on vient d'y ajouter 56 000 $, plus les contributions de mes parents et grands-parents. Cindy, debout aussi, ajouta. Moi aussi, j'ai le même genre de fonds. En tout, on a largement de quoi vivre. Son frère Dave approuva. Pareil. On pourrait louer un bel endroit en mettant notre argent en commun. Jason et Rob se levèrent enfin, estimant que si les 5 s'unissaient, ils avaient suffisamment pour bien vivre tous ensemble. Je fixai le juge, qui semblait retenir un sourire. Donc, si je ne vous accorde pas ce que vous demandez l'émancipation et partez vivre de votre côté. Les 5 hochèrent la tête. Le juge fronça les sourcils. Asseyez-vous, ordonna-t-il. J'ai compris. Il reprit. Il y a donc cette accusation d'infidélité, qui conditionne le partage des biens dans vos contrats prénuptiaux. Je vais demander à la partie demanderesse de fournir la preuve. Jake se leva. Votre honneur, j'ai des photos montrant Richard Jenkins et Bonnie Fontano ensemble. Budreau objecta aussitôt. On peut truquer des photos. J'ai un cliché de moi en train de serrer la main du président, et un autre où je joue au golf avec lui. Mon fils a tout bricolé. Le juge Goody toisa Jake, puis Suzanne et moi. Jake m'indiqua du regard de répondre. Votre honneur, les preuves viennent d'une source anonyme. J'ai reçu plusieurs fichiers vidéo et audio, et j'ai tiré ces images des vidéos. Je dispose d'un DVD et d'une clé USB contenant tout. Je regardais Rich et Bonnie, qui semblaient bouleversés et secouaient la tête d'un air affolé. Le juge remarqua leur visage empourpré et leur nervosité évidente. Bien, ai-je besoin de diffuser la vidéo fournie par M. Fontano où tout le monde reconnaît-il l'infidélité? Budreau voulut protester, mais Rich et Bonnie le prièrent à voix basse de ne pas faire projeter la vidéo. On reconnaît, lâcha finalement Budreau, la mort dans l'âme. Dans ce cas, je vais prononcer mon verdict, dit le juge Goody. Puisque tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu infidélité, les contrats prénuptiaux s'appliquent. Il se tourna vers Suzanne et moi. Monsieur Fontano, vous récupérez 80% des biens communs, Madame Fontano aura 20%. De même pour Madame Jenkins, qui aura 80% des biens communs, Monsieur Jenkins n'en aura que 20%. Vous vous arrangerez avec vos avocats pour les détails. Pour la garde, j'accorde la garde exclusive de Jason et Dira à Monsieur Fontano, et celle de Cynthia, Robert et David à Madame Jenkins, comme les enfants l'ont réclamé. Le parent qui n'a pas la garde aura un droit de visite complet. Les divorces seront prononcés dans 6 mois. Ensuite, s'agissant des revenus, j'estime que Bonnie devra verser 1 000 $ par mois à Robert pendant 3 ans et Rich devra verser 2 000 $ par mois à Suzanne pour la même durée. Chaque enfant mineur recevra 500 $ de pension de la part du parent qui n'en a pas la garde, jusqu'à ses 18 ans. Jake nous expliqua que c'était peu, mais qu'on pouvait faire appel. J'ai choisi de ne pas le faire, et Suzanne a suivi mon choix. Après le verdict, on est parti. Jake annonça qu'il organiserait une réunion pour partager les biens restants en détail. Je dis aux enfants de rentrer, de se changer, et qu'on ferait une réunion de famille. Suzanne et moi sommes allés dans le fond de la salle, où mon père nous attendait. Alors, quand vous en êtes-vous aperçu, demandai-je à mon père. Suzanne avait l'air perplexe. Ça m'est venu quand j'ai entendu Dira et Cindy parler de la vidéo, répondit-il. J'ai réalisé que Pissed of 999 était une sorte de pseudo qu'auraient pu inventer les gosses. Comment ça, fit Suzanne, bouche bée. J'avais eu un indice il y a quelques jours, en tombant sur une vieille facture de carte de crédit. Jason et Rob m'avaient demandé, il y a 2 mois, une carte pour préparer quelque chose de spécial pour votre anniversaire de mariage. Ils m'avaient promis de me rembourser environ 500 $. Sur mon relevé, j'ai vu un achat dans une boutique d'électronique. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention,
mais quand j'ai appelé la boutique, ils m'ont parlé de bug de téléphonie mobile à 500 $ pièce. Les enfants ont dépensé 500 $ pour acheter des mouchards, demandai-je, incrédule. Oui. Il paraît qu'ils coûtent cher, répondit mon père, et je ne sais pas où ils ont trouvé la caméra. Je suis venu pour voir ça de plus près. Nous sommes rentrés, et les 5 enfants nous attendaient dans le salon. Ils se turent quand nous sommes entrés. Allez, tout le monde dans la cuisine, dis-je. Suzanne attrapa 3 bières dans le frigo et m'en donna une, ainsi qu'à papa. Jason et Rob tendirent la main en plaisantant, mais je refusai de leur donner de l'alcool. Ils ne semblèrent pas vexés. Bon, qui veut commencer, lançai-je. Eh bien, tout a commencé quand Cindy et moi sommes passés au bureau de maman, et qu'elle n'y était pas, expliqua Dira. Ni oncle riche. On était venu leur demander de l'argent pour le ciné. La secrétaire a dit qu'ils étaient partis depuis un moment, bien avant la pause déjeuner. On a regardé l'appli de géolocalisation que maman nous avait forcé à installer, et on a vu qu'ils étaient dans un immeuble inconnu. On est allé voir. Ils sont ressortis de l'appartement en se tenant la main et en souriant. Ça nous a paru louche. Du coup, on a continué à les surveiller. Pendant 3 jours, ils y sont retournés, parfois même le soir tard. On a fini par en parler aux garçons. Rob continua. On a fouillé sur Internet et on a trouvé ces bugs qu'on installe dans les téléphones, avec une appli qui tourne discrètement. Ça permet d'écouter tout ce qui se dit autour du téléphone. Ça pompe un peu plus la batterie, mais voilà. Alors on a demandé la carte de crédit de Pépé. Pardon, on a un peu menti, en disant que c'était pour un autre projet. On a ensuite vérifié leur téléphone et on y a installé l'appli. On a récupéré tout un tas d'enregistrements, et on a pris ce qui nous paraissait intéressant. Et les vidéos, demandai-je. Comment vous avez su pour l'appartement et installer des caméras? On l'avait déjà repéré. On a vu que chacun avait une clé notée 2011, qui n'était pas le numéro de leur bureau, expliqua Jason. On a copié la clé de maman. Quand on est rentré, on a vu leurs affaires, des serviettes, du maquillage. On a décidé qu'il nous fallait des caméras, alors on en a acheté à déclenchement par détection de mouvement et de son, avec un petit émetteur pour renvoyer ça vers un récepteur. Ça coûte cher, mais on s'est dit que ça en valait la peine. Et c'est là que vous avez filmé Bonnie et Rich en pleine action? Puis vous m'avez envoyé des morceaux, demandai-je prudemment. C'étaient mes enfants, mes neveux et nièces, je ne pouvais pas les détruire moralement, mais c'était tout de même énorme. C'était très dur, reconnut Jason. On était super en colère après maman et oncle Rich de nous faire ça, à nous tous. On ne voulait pas vous blesser, toi étant dessus. Alors on vous a envoyé la première vidéo pour que vous sachiez. On espérait que ça vous pousserait à réagir, mais vous ne faisiez rien. Puis on a continué à écouter. On avait déjà vidé le compte secret de maman et d'oncle Rich. Pardon, fis-je, abasourdi. Oui, reprit Dave. On a découvert qu'ils avaient un compte caché en regardant dans leur bureau. Ils laissaient traîner des dossiers. On a fini par trouver les mots de passe dans le carnet de maman. On a vu que c'était les mêmes pour 2 comptes. On a réussi à transférer l'argent sur nos propres comptes. On s'est dit que, comme ils nous trompaient, ils trompaient aussi toute la famille. On voulait pas qu'ils partent avec tout le pognon. On sait qu'on a volé, mais c'était de l'argent de nos parents, alors on s'est dit qu'on risquait pas grand-chose, ajouta Jason. Suzanne écoutait, stupéfaite. Mon père aussi ne disait plus rien. C'est pour ça que l'argent n'apparaissait plus quand ils ont essayé de le virer au Caïman, dis-je. Du coup, c'est vous qui m'avez envoyé tous ces fichiers audio. Oui, on alternait pour tout écouter, répondit Cindy. On utilisait mon ordi pour collecter le flux du récepteur, et on faisait le tri. Waouh, murmurai-je. Vous auriez pu nous le dire plus tôt. J'étais prêt à prendre une arme contre eux. On vous surveillait aussi. Si tu sortais un flingue, on serait intervenu pour tout avouer, dit Jason. On savait qu'il valait mieux faire les choses comme il faut. Eh bien, vous nous avez bien eus, dis-je, presque admiratif. J'espère que vous ne retournerez jamais ça contre moi étant dessus, sinon je vous pourchasserai jusqu'à la maison de retraite. Ils rirent, un peu gênés. T'inquiète, papa, dit Dira. Tu ne nous décevras jamais. On est une famille, on tient ensemble. Il y a encore un truc que je ne pige pas, fit mon père.
Vous avez dépensé plus de 3 500 $ pour les caméras, et autant pour les bugs des téléphones. Où avez-vous trouvé l'argent? Eh bien, on a rempli un dossier pour une carte Visa à ton nom, et on a imité ta signature, avoua Jason. Elle avait un plafond de 10 000 $. On s'arrangeait pour récupérer le courrier avant que tu ne le voies. Au moins, vous êtes honnête maintenant, dis-je. Vous les avez rendus, ces caméras? Oui, répondit Dave. On va se faire rembourser la moitié. Les bugs de téléphone, on les a laissés là. Par contre, on va perdre ces 500 $. Mais ça valait le coup. Suzanne et moi étions stupéfaits. D'une certaine façon, ça réglait des mystères, l'appartement, les comptes secrets, la preuve accablante. Ils avaient fait tout ça pour protéger la famille. Je ne savais pas si je devais leur passer un savon ou leur faire un câlin. Finalement, j'ai choisi le câlin, et Suzanne aussi. Mon père esquissa un sourire. Bon, nous avions toutes les informations. Grâce à ses écoutes, on savait exactement comment agir lors du partage des biens. Bonnie était obsédée par ses bijoux, et elle a fini par laisser filer la plupart des biens mobiliers et l'argent. Suzanne a surpris tout le monde en lançant. Rich et Bonnie pourraient traverser la ville en portant des pancartes « Nous avons trompé nos conjoints, sinon on fait appel sur la pension ». J'ai cru que les yeux de Budreau allaient sortir de leurs orbites. Finalement, on les a obligés à nous présenter des excuses à genoux, ce qui fut déjà un grand moment. Ils sont partis, furieux. Je jure que je n'y suis pour rien, mais 2 mois plus tard, la compagnie d'assurance de Bonnie et Rich a découvert qu'ils louaient un appartement avec l'argent de la boîte. Il s'est avéré que, depuis 2 ans, Bonnie touchait des primes anormalement élevées, et Rich aussi. En interne, ça a fait un scandale. Ils ont été licenciés pour ne pas ternir l'image de l'entreprise. Heureusement, aucune des vidéos n'a fuité sur Internet. Suzanne et moi n'en avions pas vraiment envie, à la limite, on en plaisantait, mais on comprenait le point de vue des enfants. Bonnie et Rich vivent désormais à la Nouvelle-Orléans et bossent pour une petite société de transport maritime. Depuis qu'ils sont partis, ils n'appellent presque pas les enfants et ne viennent les voir qu'en de très rares occasions. On raconte qu'ils galèrent pour payer les pensions. Je leur souhaite bonne chance. Enfin, pas vraiment. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.